J'en ai assez de tous ces jeux de matchs de foot. Le bibi, le pas bibi, et le ci et le là, et la droite et la gauche, et les religieux et les pas religieux. Oh, et on fait la pause repas là. Et dans le cadre de la campagne électorale pour les élections du 1er novembre, on va recevoir ce matin Eliane Sedbon-Lesmi. Eliane, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Représentante du Miflaga Kalkalit, le parti d'économie, on va le traduire tout à l'heure, dirigé par le professeur Yaron Zelecha. Et vous êtes sur cette liste, la numéro 9, plus particulièrement représentante du dossier environnement. Mais on va parler surtout d'économie avec vous, Eliane. Et ce parti donc qui a pour centre d'intérêt essentiel l'économie, et le professeur Yaron Zelecha, on l'avait reçu lors des dernières élections, et il avait expliqué aussi ce thème et ses thèses très longuement. Alors d'abord, avant de parler du parti, avant de parler du professeur Yaron Zelecha, Eliane, pourquoi cet engagement dans ce parti particulièrement ? Eh bien, Olivier, vous me connaissez déjà combattante contre la pollution de l'air qu'on nous fait subir ici, qui est 2 fois pire qu'en France, par exemple. Vous me connaissez aussi à me battre contre la cherté de la vie. J'organise des manifestations. J'ai organisé aussi des appels au boycott. Bon, je suis très militante contre la pauvreté. Et voilà, je n'arrête pas. Je ne renoncerai jamais. Jamais je me tairai. Je ne serai jamais complice de ça par mon silence. Et évidemment, dans mes recherches de comprendre pourquoi tout est aussi cher ici, j'ai fini par découvrir que non, tout ne va pas dans la sécurité. C'est un gros mensonge. Et je suis tombée sur une vidéo culte, justement, du professeur Yaron Zelecha, où il nous explique bien, mais très bien, le système israélien, et c'est là qu'on comprend que la seule solution, c'est de ne pas avoir les mains liées avec ces gens-là. Et c'est pour ça que nos politiques ne peuvent rien changer, ils n'ont rien changé. Alors, ce que vous dites, ces gens-là, de qui vous parlez ? Je parle des monopoles, les cartels, les manias qui, en fait, qui financent les carrières politiques de nos partis, de nos super leaders, hein, et qui ont aussi possession. Alors, on a affaire à un club VIP. En fait, vous avez dedans les manias, monopoles et cartels, et puis ils ont acheté les grands médias, tous ces gens-là, comme ça ils sont bien tranquilles. Et évidemment, les leaders politiques, ils leur financent leur carrière moyennant des garanties en banque ou des dons ou autres, et puis surtout des arrangements. Vous savez qu'avec ces gens-là, vous avez besoin d'une place de directeur, il n'y a pas de problème, on s'arrange, faut être copain avec ces gens-là. Donc voilà, tout le monde a bien les mains liées, et on va toujours nous promettre qu'ils vont nous baisser les prix, mais vous pouvez toujours rêver, les prix, ils les baisseront jamais, parce qu'ils vont pas se libérer de leur chaîne, ils sont redevables à vie, avec ces gens-là, et ils vont pas s'opposer à eux. Ouais, mais ce ne sont pas les médias qui décident de la politique économique du gouvernement. Les médias peuvent influencer, c'est sûr. Mais enfin, Olivier, vous imaginez, vous prenez la 12, les propriétaires, c'est monopole Coca-Cola. Dernièrement, c'était aussi, ils ont vendu, je crois, le monopole du gaz. Les banques les plus chères au monde. Vous croyez franchement que ces gens-là, ils vont laisser nous informer de ce qui se passe ici? Vous trouvez pas ça étrange qu'on parle jamais de pollution de l'air, par contre ça vient du désert? Faut arrêter, ils nous endoctrinent, ces gens-là. Il y a que le problème de la sécurité, l'Ukraine ou le Covid. Les monopoles, on en sait, tout ce que je vais vous raconter là, ils le savent pas, les Israéliens, les Français non plus. Pourquoi tout le monde le sait? On entend quand même parler justement un peu de ces monopoles. Il y a eu quand même, il faut le dire, certaines choses qui ont été faites ces dernières années dans le domaine du téléphone portable, dans le domaine aussi des billets d'avion. Alors c'est sûr que c'est pas suffisant, mais il y a quand même on sent qu'il y a une volonté, en tout cas du gouvernement, de vouloir casser ces monopoles. Qui est derrière la réforme justement des téléphones? Yaron Zelecha.
Il a commencé en 96, quand il était le conseiller économique de Benjamin Netanyahou, qui était Premier ministre à l'époque, à mettre en route ce projet. En 2003, il a continué quand il était directeur de la politique économique. Et puis, je crois que c'est en 2015, en 2013-2015, il a réussi à convaincre Carlon d'achever son projet. Ça faisait 20 ans qu'il travaillait là-dessus, quoi. C'est l'homme de l'ombre. Hein. Zelira, c'est l'homme de l'ombre. C'est lui qui est derrière la réforme des téléphones. C'est lui qui a sauvé l'économie en 2003, alors que tout le monde pense que c'est Benjamin Netanyahou. C'est Zelira qui a mis le plan de génie au point, qu'il a appliqué et grâce à qui nous avons sauvé notre économie qui était, alors là, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était les caisses de l'État qui étaient vides. Voilà. Donc, Zelira, c'est l'homme de... Moi, je dirais on va dire le point essentiel de Yaron Zelira et de ce parti, c'est casser les monopoles. Alors, il va commencer, lui, en fait, si vous voulez, ce qu'il veut, c'est relancer la croissance, ok? Et évidemment, baisser les prix, baisser les taxes. Il va commencer par baisser la TVA de 15 à 17%. Donc, il va baisser les taxes. Par contre, il va récupérer ces avantages incroyables qu'ont tous ces manias qui déjà gagnent des milliards sur notre dos. Je crois qu'il y a à peu près 160 milliards qui nous taxent en plus par rapport aux autres pays qui sont un prix supplémentaire qu'on paye ici. C'est qui croient que c'est partout pareil. C'est un mensonge qui insulte notre intelligence. Voilà. Donc, il va annuler les avantages fiscaux de ces entreprises en question qui gagnent déjà des milliards sur notre dos. Baisser les taxes, il va supprimer les taxes sur tout ce qui est nourriture, etc., cosmétiques, les produits de première nécessité. Il va supprimer ces taxes en douane. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on empêche la concurrence de rentrer. Et le shekel aussi est haut à cause de ça. Parce qu'il y a un déséquilibre entre nos exportations, on fait beaucoup d'exportations, on en subventionne aussi beaucoup, mais on empêche les importations parce que vous comprenez, ça n'arrange pas nos justement manias, monopoles, etc., qui font la pluie et le beau temps ici. Donc, quand on, par exemple, dernièrement, on a l'APIC qui nous parle de supprimer, d'accepter les normes européennes. Comme si tout d'un coup, il lui vient un courage de s'opposer à ces gens-là. Et puis, il y a 15 jours, 3 semaines, c'était Netanyahou qui parlait de ça, qu'il allait faire ça, qui promettait qu'il allait supprimer les normes israéliennes, accepter les normes européennes. Sauf que personne nous dit qu'en fait, c'est l'OCDE qui fait pression depuis des années. Et moi, à mon humble oui, mais avis, c'est quand même une décision qui est juste, même du point de vue de votre parti. Et comment qu'elle est juste? Mais Olivier, pourquoi on attend maintenant? Pourquoi à partir du 1er janvier? S'il n'y a pas un rapport avec le CDE là-dessus? Ils font pression. Et moi, je pense, j'en suis certaine, enfin, ça n'engage que moi, hein, ils ont rendu chèvre Carrefour. Là, vraiment, c'est de tout le monde, tout le pays sait ce qu'ils n'ont pas fait à Carrefour pour les empêcher de faire entrer leurs produits. Moi, je pense que c'est Carrefour qui s'est plaint à l'OCDE. Et là, vraiment, ils ont dû mettre l'ultimatum. Moi, je ne sais, c'est juste mon avis à moi. C'est pas un hasard. En tous les cas, ils nous disent pas qu'ils vont baisser les taxes, hein. Ils peuvent accepter, ok, mais s'ils nous mettent des taxes impossibles aussi, comme d'habitude, comme ils le font depuis des années, ça va pas faire baisser les prix, hein, non plus. Hein. Donc, la concurrence ne rentrera pas. Il faut supprimer les taxes en question, complètement. Il faut accepter les normes européennes, supprimer les quotas. Mais je veux vous dire, Olivier, le pire de tout, ce qu'il faut quand même comprendre, ok, on a le poste qui s'appelle l'autorité de la concurrence. C'est un poste, ok, qui nomme les monopoles. Ça fait 20 ans qu'il nomme plus de monopoles. C'est un poste qui applique les lois. C'est-à-dire qu'un monopole, c'est une entreprise qui occupe 51% au moins du marché. Ces gens-là n'ont pas le droit de faire plus qu'un certain bénéfice. Les lois ne sont pas appliquées. Qui est-ce qui a cette autorité? C'est justement la responsable antitrust qui est nommée à ce poste. À l'époque de Benjamin Netanyahou, hop là, on a un petit problème. On avait quitté à l'Alperine. Elle ne faisait aucun appel d'offres, non mais aucun monopole, etc. Et avec, donc ça c'était sous Benjamin Netanyahou. Et puis là on a le changement, on se dit enfin, ouf, ils ont pas arrêté de nous promettre qu'ils vont baisser les taxes, ils vont baisser les prix, hors de rire. Ils nous nomment la meilleure amie des monopoles à ce poste-là, Michael Cohen qu'elle s'appelle, sachant foncièrement que cette femme-là, elle va rien faire pour nous aider.
Et bingo, regardez les prix. Alors l'Ukraine, alors elle a bon dos, la question qui se pose, vous faites une description de cette situation et vous dites qu'aujourd'hui personne ne fait rien parce que tout le monde est lié un peu à ces Tout à à fait, monopoles, à ces tout cartels. à fait. Qu'est-ce qui nous dit que si, après on parlera aussi de cette question, si Yaron Zelicha est à la Knesset ou au gouvernement, qu'est-ce qui nous dit que lui va faire quelque chose? Eh bien, je vais vous dire, vous pouvez vous en douter, Olivier, mais je vais vous, vous savez qui c'est qui n'en doute pas? Ce sont justement les monopoles et les cartels. Vous pouvez regarder sur la télévision israélienne, vous ne verrez pas Zelicha pendant sa campagne. Il est censuré. Il est même censuré des sondages. Et alors, je ne comprenais pas. Je me dis, mais c'est fou. Moi, de 40 militants, je suis passée à 300 en un mois et demi. Comment c'est possible que Zelicha ne bouge pas de 1% des sondages? Eh bien, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On m'a appelé, on me demande de participer au sondage. Je réponds que je vais voter pour Akal Kalit, Yaron Zelicha. Oui, mais pour qui tu vas voter? Comme si on n'a pas entendu. Je répète, Miflaga Akal Kalit. Et là, on me dit, et c'est quoi ta deuxième préférence? J'ai fait un post sur Facebook, il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'on subit la même chose. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors, le clan des démocrates, soi-disant démocrates, là, j'aimerais bien les entendre là-dessus, parce que là, pas un mot, limite, oui, c'est normal, il dérange, vous comprenez. Voilà, donc Zelicha, moi, je peux vous dire que cet homme-là, si vous regardez les prix, Olivier, d'ailleurs, je me ferai un plaisir de vous les envoyer, c'est simple, il est parti du Trésor. Les prix à la consommation étaient de moins 2% par rapport à l'OCDE. Quand Netanyahou est parti, je crois qu'on était à plus 25%. Avec Lieberman, je ne sais même plus combien on en est. Ce que je sais, c'est qu'il nous a mis sur la paille. Les prix de l'immobilier. Quand Zelicha est entré au Trésor en 2003, ils étaient à 96 salaires pour un appartement moyen. Il en est parti, c'était 80 salaires. Aujourd'hui, on en est à 160 salaires. C'est-à-dire que c'est fini. Je veux dire, celui qui n'a pas des parents extrêmement riches, il doit attendre 30 ans minimum pour avoir un minimum d'apport. Pour prendre un crédit encore sur 30 ans, il va payer son appartement jusqu'à sa retraite. Qu'est-ce qui va payer les études des enfants? Ça, il faut que ça s'arrête et d'urgence. Moi, je vous dirais, Olivier, j'en ai assez de tous ces jeux de matchs de foot. Hein, le bibi, le pas bibi, et le ci et le là, et la droite et la gauche, et les religieux et les pas religieux. Oh, et on fait la pause repas là. Il y a plein de gens qui mangent plus. Aujourd'hui, ce sont les classes moyennes qui m'appellent pour me dire au secours. Ce sont les classes moyennes, chez les Français par exemple, qui rentrent, qui s'en vont parce qu'ils tiennent plus financièrement. Vous imaginez notre peuple dans quel état il est? Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour ces 5e élections, arrêter ces jeux? Alors justement, j'ai une question à vous poser concernant justement le fait que il y a une situation qui est difficile et tout le monde le sent aujourd'hui lorsqu'on va au supermarché, lorsqu'on fait ses courses et cette situation est ressentie par toutes les familles israéliennes aujourd'hui. Mais malgré cela, on voit pas de grandes manifestations, on voit pas des gens descendre dans la rue. Comment vous l'expliquez? Eh bien, écoutez, alors là, c'est très intéressant. D'ailleurs, Yaron Zelicha a fait une vidéo là-dessus qui explique pourquoi le peuple israélien est à ce point endormi. Donc, d'abord, premièrement, il y a eu les fameuses révoltes de 2011, que tout le monde connaît, 5 millions de personnes dans la rue. Et après ces élections, il y a Lapid, qui n'a pas arrêté de dire qu'il allait s'occuper de faire passer le prix des monopoles. Ils l'ont mis, je crois qu'il a obtenu 19 mandats, et ils l'ont mis ministre du Trésor, des Finances. La première chose qu'il a fait, c'est augmenter les avantages fiscaux de ses 70. Il a construit son parti sur 70 monopoles et tycoons, que ce soit bien clair, qui vont déposer garantie. Hein. Donc voilà, alors, il aura augmenté les avantages de ces gens-là, il a augmenté la TVA, il n'a rien démantelé du tout. Bon, alors ils se sont dit, les Israéliens sont fatigués. Ils ont dit, voilà, on a fait tout ça, on a réussi, mais on n'a rien obtenu. On n'obtient rien. En Israël, il faut le savoir. Le peuple n'obtient rien, que ce soit en environnement, les manifestations, ça sert à rien. La seule et unique Donc il faut pas sortir, manifester. Politique. Mais Olivier, je vais vous dire une chose. Regardez bien comment on endort le peuple ici. Moi, c'est un truc dont on a déjà parlé, qui m'a toujours scandalisé. Les gens n'ont peur que de la sécurité. Alors après, on a peur de Bibi. Après, on a peur des extrémistes. On a peur de l'extrême gauche qui va donner la terre aux Arabes, alors qu'on est en majorité en droite ici, ça se produira jamais. Et Bibi, comme si c'était le seul corrompu. Alors, je vais m'étouffer là. Hein, il n'y a qu'un seul corrompu ici, c'est Bibi. Comme si de l'autre côté, il n'y en avait pas.
nous mettre cette femme-là, le meilleur ami des monopoles, à l'autorité de la concurrence, si c'est pas de la corruption, c'est quoi? C'est du pillage de peuple. Mais voilà, ils n'arrêtent pas de nous faire peur. Ce que je voudrais vous faire remarquer quand même, Eliane, c'est que c'est vrai que ces monopoles et toutes ces grandes entreprises, grandes sociétés dont vous parlez depuis le début de cette interview sont peut-être des monopoles. Ils font un peu ce qu'ils veulent dans l'économie israélienne, mais il ne faut pas oublier que c'est peut-être eux la force économique aujourd'hui israélienne. C'est eux qui emploient le plus de main-d'œuvre. C'est eux qui font un peu marcher l'économie israélienne quelque part. Mais chez nous, ça se passe comme ça, Olivier? Vous croyez que la high-tech, elle va s'en aller comme si la matière grise, elle n'était pas ici? Vous croyez que celle de la mer Morte, on a peur qu'il soit délogé, qu'il se délocalise aussi, etc.? La matière grise, elle est ici. Ils vont pas s'en aller. À l'époque, quand Zelicha est arrivé en 2003, il n'y avait plus d'argent. Donc, il a cherché de l'argent. Déjà, pour commencer, en tract, il a trouvé 12 milliards que ces manières en question n'avaient pas payé en impôts et que personne au Trésor voulait réclamer, hein. Déjà, pour commencer. Mais, de toute façon, je veux dire, ces gens-là, à l'époque, Zelicha leur a supprimé leurs avantages. Il s'est battu, mais ils sont pas partis. Ils ont construit des entreprises. Vous imaginez ce que c'est construire une entreprise pour faire des milliards sur notre dos. Vous croyez qu'ils vont partir, ils vont tout recommencer ailleurs? Mais jamais de la vie. On ne fout pas tout en l'air comme ça. Alors, la question, pour terminer pratiquement cette interview, la question, vous attendez à cette question, bien entendu. Yaron Zelicha était déjà candidat avec le même parti aux dernières élections. Il n'a pas dépassé le seuil d'éligibilité. Vous l'avez dit aussi, alors c'est peut-être, comme vous l'avez dit, une pression qui est faite sur les instituts de sondage. On ne le voit pas, en tout cas, dans les sondages pour ces élections. Est-ce qu'il a vraiment une chance de passer? Écoutez, Olivier, je vais vous dire une chose. D'abord, premièrement, il faut que ce soit bien clair. Voter d'un côté comme de l'autre, c'est voter pour perdurer l'oligarchie, c'est-à-dire condamner le peuple à l'esclavage financier sans fin. Alors, on est conscient de ça, on accepte la dure vérité. Et est-ce qu'on a décidé d'être complice au nom de surtout pas Bibi, ou d'être complice au nom de Rag Vive Bibi, ou la gauche ou la droite encore? Ça, c'est une première chose. Est-ce qu'on va avoir un peu le courage de se dire, OK, je risque ma voix? Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que celui qui n'a, justement, on en a, mais des propres militants qui étaient avec moi pendant toute la campagne, dernière minute, ils ont voté pour quelqu'un d'autre parce que on leur a dit, t'es ridicule, tu vas perdre ta voix. Donc, en fait, si vous voulez, il y a 35 000 personnes qui n'ont pas marché à ce jeu-là. Et qu'on dit, je ne serai pas complice. D'abord, je m'occupe de sauver mon peuple. C'est la première des choses à faire. Mais réfléchissez bien. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas voté Zelicha? Ils ont voté d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Ils n'ont pas perdu leur voix. Ils ont perdu leur portefeuille, le mien, le vôtre et le nôtre. On est arrivé sur la paille. Alors, il y a un moment où on se dit, d'abord, premièrement, je veux dire, aujourd'hui, pour croire quand vous voyez que en France, les politiciens avouent qu'ils ont acheté les scandales et les sondages. Imaginez, excusez-moi, République bananière officielle chez nous, qu'est-ce qui se passe pas avec les sondages? Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. J'avais 40 militants en juillet. Aujourd'hui, j'en ai 250, 300. Vous me dites, vous allez me faire avaler que je bouge pas, je reste à 1%. Non, mais attendez, il faut d'une naïveté atomique pour croire les sondages en Israël. Vous y croyez? Il va passer ou il passera pas. Ouais. Mais c'est notre seule chance de sortir de là. On l'a saisi ou on la saisit pas. En tous les cas, cette fois-ci, il faut être derrière lui. Il attend que vous lui montriez que vous avez envie de vous sortir de là. Eliane Seidbon, l'ISMI, donc numéro 9 sur sur Miflegat HaKalkalit de Yaron Zelicha. On va vous souhaiter bonne chance et je suppose que merci à nous tous. Si des personnes veulent vous rejoindre, ils peuvent vous trouver sur Facebook, je suppose. Vous êtes assez active. Je vais le trouver sur Facebook, mais je vais marquer dans le premier commentaire de votre publication, je vais noter pas mal de liens pour nous rejoindre et pour se renseigner en bon français. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, merci Eliane et bonne chance à vous. Merci à vous, Olivier. Au revoir.